Mes parents paresseux ont découvert mon salaire. Au lieu de me féliciter, ils sont venus exiger 50% de mon revenu mensuel. Je leur ai donné une enveloppe, et ce qu'il y avait à l'intérieur les a laissés sans voix. L'écran de mon téléphone brillait encore dans ma main. Je venais de lire l'email 3 fois pour m'assurer que c'était réel. Analyste financier senior. C'était une promotion. C'était un vrai salaire. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que joindre les deux bouts. J'étais en sécurité. Le silence dans mon appartement de Pittsburgh ressemblait à une victoire. J'avais enfin assez pour respirer. Puis on a frappé à la porte. Ce n'était pas un petit coup poli. C'était un martèlement lourd et exigeant qui faisait trembler le cadre de la porte. Je me suis levé, confuse. Je pensais que c'était mon voisin qui se plaignait de la télévision. Mais quand j'ai déverrouillé le pen dormant et ouvert la porte, je n'ai pas vu un voisin. J'ai vu les deux personnes que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de satisfaire, puis plus tard à essayer de fuir. Ma mère, Marjorie, se tenait là, les bras croisés. Mon père, Daniel, se tenait derrière elle, se balançant d'un pied sur l'autre. Ils n'ont pas dit bonjour. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont pas souri. Ma mère est entrée dans le couloir, ses yeux balayant mon salon comme si elle évaluait une propriété qui lui appartenait déjà. On a entendu, dit-elle. Sa voix était plate, froide. Combien tu gagnes maintenant? Je me suis figé. Je ne leur avais rien dit. Nous pensons qu'il est juste que tu nous donnes 50%, a-t-elle continué, en me regardant droit dans les yeux. Juste jusqu'à ce qu'on soit remis sur pied. Mon estomac s'est noué, mais mes mains n'ont pas tremblé. Il pensait qu'il parlait à la fille effrayée qu'il culpabilisait jusqu'au silence. Il ne savait pas que cette version de moi avait disparu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où dans le monde vous regardez. Pour comprendre pourquoi je ne les ai pas laissés entrer avec un sourire, il faut comprendre comment j'ai grandi. Dans la plupart des familles, l'amour est quelque chose qui est donné gratuitement. Il coule des parents à l'enfant comme de l'eau. Mais dans la maison des Rowan, l'amour n'était pas un cadeau. C'était un prêt, et le taux d'intérêt était impossible à rembourser. J'ai appris le mot « devoir » avant d'apprendre à faire du vélo. Je me souviens d'avoir 7 ans. Je venais de perdre une dent. J'étais assise à la table de la cuisine, tenant la petite dent blanche dans ma main, attendant que ma mère le remarque. Elle était au comptoir, en train d'écrire dans un carnet. Elle avait toujours ce carnet. C'était un épais registre à spirale où elle notait chaque centime qui entrait et sortait de notre maison. « Regarde, maman » ai-je dit. Elle s'est retournée. Elle n'a pas souri. Elle a regardé la dent. Puis elle m'a regardé. « C'est bien, Camilla » dit-elle. « Mais sais-tu combien coûte le dentiste? Sais-tu combien coûte le dentifrice pour garder cette dent blanche ?» J'ai secoué la tête. « L'argent ne pousse pas sur les arbres » a-t-elle dit. « Nous dépensons beaucoup pour toi. La nourriture, les vêtements, le toit au-dessus de ta tête. Tu es une enfant très chère. Tu dois te souvenir de ça. Quand tu seras grande, tu devras nous le rendre. » C'était le thème de mon enfance. Je n'étais pas une personne. J'étais un investissement. J'étais une action qu'ils avaient achetée et ils attendaient le jour où je verserais des dividendes. Mon père, Daniel, était plus discret à ce sujet. Mais il tenait tout autant les comptes. Il travaillait dans la vente et traitait notre famille comme une affaire commerciale. S'il me conduisait à l'entraînement de football, il soupirait tout le long du trajet. Il tapotait ses doigts sur le volant et vérifiait sa montre. C'est 40 minutes de mon temps, disait-il, en regardant la route. 40 minutes que je pourrais passer à travailler. 40 minutes que je pourrais passer à me détendre. Tu as intérêt à bien jouer, Camilla. Ne gaspille pas mon essence. Je jouais avec la boule au ventre à chaque match. Si je manquais un but, j'avais l'impression de le voler. En grandissant, le décompte est devenu plus spécifique. Quand j'avais besoin de nouvelles chaussures pour l'école, ma mère m'emmenait au magasin. Elle regardait l'étiquette de prix et faisait un bruit dans sa gorge, un claquement sec. 40 $, chuchotait-elle. C'est 4 heures de travail pour ton père. Comprends-tu ce sacrifice? Je hochais la tête, en regardant le sol.
Je voulais lui dire que je pouvais juste porter mes vieilles chaussures même si mes orteils touchaient le bout. Mais cela l'aurait mise en colère aussi. Si je n'acceptais pas ce qu'il me donnait, j'étais ingrate. Si je l'acceptais, j'étais un fardeau. Il n'y avait pas de solution gagnante. À 16 ans, j'avais un travail dans un restaurant. Je voulais acheter mes propres affaires pour qu'il ne puisse pas me les reprocher. Mais dès que j'ai reçu mon premier chèque de paie, ma mère était là. Nous avons besoin d'aide avec la facture d'électricité, a-t-elle dit. Puisque tu travailles maintenant, c'est juste. J'ai donné la moitié de mon chèque. Je pensais que ça les rendrait fiers. Je pensais qu'ils diraient « Merci, Camilla. Tu es une bonne fille. » Ils ne l'ont pas fait. Mon père a juste pris l'argent et l'a compté. Ça aide, a-t-il dit. Mais tu as encore un long chemin à parcourir pour nous rembourser 16 ans. J'ai alors réalisé que la dette était sans fond. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de contrôle. Tant que je leur devais quelque chose, je leur appartenais. Ils pouvaient me dire quoi faire, quoi étudier, qui être. Ils voulaient que je réussisse, mais pas pour moi. Ils voulaient que je sois riche pour que je puisse être leur plan de retraite. Le jour de mes 18 ans, je suis parti. Je n'ai pas fait de grandes scènes. Je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai juste fait 2 sacs pendant qu'ils étaient à l'épicerie. J'avais économisé $300. De l'argent que j'avais caché dans un manuel évidé pour que ma mère ne le trouve pas. J'ai laissé une note sur la table. Elle disait, je vais construire ma propre vie. S'il vous plaît, ne venez pas me chercher avant que je sois prête. J'ai pris un bus pour Pittsburgh. J'ai choisi Pittsburgh parce que c'était à 3 heures de route, assez proche pour conduire en cas de véritable urgence, mais assez loin pour qu'ils ne puissent pas passer à l'improviste pour le dîner. Ces premières années ont été dures. Plus dures que je ne l'ai jamais dit à personne. Je vivais dans un appartement en sous-sol sans fenêtre dans la chambre. Je mangeais des nouilles ramen et des sandwichs au beurre de cacahuète. Je cumulais 2 emplois tout en finançant mes études universitaires. J'étais tout le temps fatigué. J'avais mal aux os, mais le silence dans ce sous-sol était magnifique. Quand je rentrais du travail, personne ne me demandait d'argent. Personne ne me disait combien coûtait l'électricité. Personne ne me regardait avec déception parce que j'existais. J'étais pauvre, mais j'étais libre. Je me suis spécialisé en finance. C'était ironique, je suppose. Je voulais comprendre l'argent. Je voulais le maîtriser pour qu'il ne puisse plus jamais être utilisé comme une arme contre moi. J'étudiais tard dans la nuit. Je suis devenu obsédé par les feuilles de calcul, les budgets et les investissements. J'ai appris que l'argent n'est qu'un outil. Il n'a pas d'émotion. Il ne vous juge pas. Mes parents ont appelé, bien sûr. Ils ont laissé des messages vocaux. Comment as-tu pu nous faire ça, sanglotait ma mère au téléphone. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu es égoïste, disait mon père. Nous avons des difficultés ici et tu t'es juste enfui. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je savais que si je décrochais le téléphone, la culpabilité reviendrait en force. Elle m'étoufferait. Alors, j'écoutais les messages, je pleurais dans mon oreiller, puis je les supprimais. J'ai obtenu mon diplôme en étant major de ma promotion. J'ai obtenu un poste d'analyste junior. J'ai quitté le sous-sol pour un studio. Il avait une fenêtre qui donnait sur une ruelle, mais il y avait du soleil. 3 ans ont passé. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui d'autre dans mon entreprise. J'étais la première au bureau et la dernière à partir. Je ne le faisais pas pour les éloges. Je le faisais pour la sécurité. J'avais besoin de construire un mur de stabilité financière si haut que mes parents ne pourraient jamais l'escalader. Puis, il y a 3 jours, la promotion est arrivée. Mon patron m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit qu'ils étaient impressionnés par mon travail. Il m'a dit que j'étais promu au poste d'analyste financier senior. Il a fait glisser une feuille de papier sur le bureau avec mon nouveau salaire dessus. J'ai fixé le chiffre. C'était plus d'argent que mon père n'en avait jamais gagné. C'était assez pour acheter une maison. C'était assez pour voyager. C'était assez pour ne plus jamais m'inquiéter du prix des chaussures. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant légère. L'air de Pittsburgh semblait frais et pur. Je me suis arrêté dans une boulangerie et je me suis acheté un cupcake. Je me suis assise sur un banc et je l'ai mangé en regardant les gens passer.
Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. Je l'avais fait. J'avais brisé le cycle. J'avais 26 ans et je me tenais sur mes deux pieds. Je suis retourné à mon appartement, mon nouvel appartement. J'avais déménagé il y a un mois dans un immeuble plus agréable. Il y avait des parquets et de grandes fenêtres. J'avais acheté un canapé gris que j'adorais. J'avais un tapis doux sous mes pieds. Je me suis assis sur ce canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai relu l'email juste pour être sûr. Oui, c'était réel. Je me suis accordé un moment de fierté. J'ai pensé à appeler quelqu'un. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'avais été trop occupé à travailler, mais j'avais Dana. Dana était une avocate que j'avais rencontrée par le travail. Elle était dure et intelligente, et c'était la seule personne qui connaissait la vérité sur mes parents. J'ai pris mon téléphone pour lui envoyer un texto. C'est à ce moment-là qu'on a frappé. Ce n'était pas le coup d'une opportunité. Ce n'était pas un livreur. Ça sonnait comme la propriété. Ça sonnait comme le passé venant réclamer son dû. Et alors que je marchais vers la porte, cette vieille boule familière s'est formée dans mon estomac. La boule qui disait, tu as des ennuis. Tu dois quelque chose. Mais en atteignant la poignée, je me suis arrêté. J'ai regardé ma main. Elle semblait stable. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas 7 ans, me suis-je dit. Je n'ai pas 16 ans. C'est moi qui paie le loyer ici. C'est ma porte. Je l'ai ouverte. Et ils étaient là. Ma mère, Marjorie, est entrée dans le couloir avant même que je puisse l'inviter. C'était sa manière. Elle se déplaçait dans le monde comme si les portes n'étaient que des suggestions. Elle portait son beau manteau, un trench coat beige qu'elle avait acheté il y a 10 ans. Il était trop serré aux épaules maintenant, mais elle le portait comme une armure. L'odeur de son parfum m'a frappé instantanément. C'était un parfum floral lourd, gardénia et poudre éventée. Ça sentait l'église le dimanche. Ça sentait les trajets en voiture où elle me faisait la morale sur ma posture. Ça me serrait la gorge. Camilla, dit-elle. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas tendu la main. Elle est juste restée là, dans mon entrée, à regarder autour d'elle. Mon père, Daniel, l'a suivi. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient plus fins, grisonnants aux tempes. Il portait un polo rentré dans un pantalon kaki. Il tenait une boîte en plastique d'une boulangerie de supermarché. Je pouvais voir un gâteau blanc générique à l'intérieur avec des roses en glaçage bleu. Il m'a regardé, puis a détourné le regard. Il ne pouvait pas soutenir mon regard. « Bonjour, papa », ai-je dit. Ma voix me semblait étrange dans mes propres oreilles. Elle était trop calme. À l'intérieur, mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. « Kama », grogna-t-il. Il est passé devant moi, plus loin dans l'appartement. J'ai fermé la porte. Le déclic du loquet a semblé fort. Je me suis retourné pour leur faire face. Ils se mettaient déjà à l'aise. Ma mère se tenait au milieu de mon salon. Elle a passé un doigt sur le dossier de mon nouveau canapé gris. Elle a regardé le tapis. Elle a regardé la télévision fixée au mur. Ses yeux étaient des calculatrices qui additionnaient le coût de tout ce qu'elle voyait. « C'est joli », dit-elle. Le mot « joli » était chargé de jugement. Un peu extravagant pour une fille célibataire, n'est-ce pas? Ce tapis a l'air cher. Eh bien, il l'est, ai-je dit. Je suis resté près de la porte un moment, gardant mes distances. Puis-je vous offrir de l'eau? Non, a dit mon père. Il a posé le gâteau sur ma table basse. Il n'a pas demandé de sous-verre. J'ai regardé la boîte en plastique se poser sur le bois. Nous ne sommes pas ici pour une visite de courtoisie, Camilla. Assieds-toi. Il a pointé le fauteuil en face du canapé. L'ordre était automatique. Assieds-toi. Comme si j'étais une enfant dans le bureau du directeur. Pendant une seconde, mes genoux ont voulu obéir. La mémoire musculaire de l'obéissance est forte. Mais je ne me suis pas assise. Je suis resté debout. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Je vais rester debout, ai-je dit. Mon père a cligné des yeux. Il avait l'air surpris. Il n'était pas habitué à la résistance. Ma mère s'est assise sur mon canapé. Elle a déboutonné son manteau mais ne l'a pas enlevé.
Elle a tapoté le coussin à côté d'elle, faisant signe à mon père de s'asseoir. Il l'a fait. Il présentait un front uni. 2 juges sur un banc. Nous avons entendu la bonne nouvelle, a dit ma mère. Sa voix était douce maintenant, le tranchant caché sous une couche de fausse douceur. Ton cousin l'a vu sur LinkedIn. Analyste financier senior. C'est un grand titre, Camilla. Merci, ai-je dit. Et une grosse augmentation, je suppose, a ajouté mon père. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Nous avons cherché le salaire moyen pour ce poste à Pittsburgh. C'est substantiel. Je n'ai rien dit. Je les ai juste regardés. Nous étions heureux pour toi, a dit ma mère. Bien sûr que nous étions heureux. Nous t'avons élevé pour que tu réussisses. Nous t'avons poussé. Toutes ces leçons de piano, le soutien scolaire, la façon dont nous nous sommes assurés que tu te concentres sur tes notes, ça a payé. J'ai failli rire. Leçons de piano. J'avais pris des cours de piano pendant 6 mois quand j'avais 10 ans jusqu'à ce qu'ils me disent que c'était trop cher et qu'ils vendent le clavier. Soutien scolaire. J'avais étudié seul dans ma chambre parce qu'ils m'avaient dit qu'ils ne paieraient pas pour une candidature à l'université si je n'obtenais pas de bourse. Vous m'avez poussé, oui, ai-je dit d'un ton neutre. Exactement, a dit ma mère. Elle a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Et maintenant, tu es en position de donner en retour. Tu sais, les choses ont été dures pour nous, Camilla. Les ventes de ton père sont en baisse. La maison a besoin d'un nouveau toit. Mon dos me fait souffrir et les factures médicales. Elle a laissé la phrase en suspens, attendant que je comble le silence avec une offre. C'est comme ça que ça fonctionnait toujours. Elle présentait un problème et j'étais censé offrir la solution pour acheter leur approbation. Je suis restée silencieuse. Le silence s'est étiré, inconfortable et épais. Mon père s'est raclé la gorge. Il avait l'air agacé que je ne joue pas le jeu, allons droit au but, a-t-il dit. Nous avons fait le calcul. Sur la base de ton nouveau revenu, et en tenant compte de tes dépenses, qui, à voir cet endroit, sont trop élevées, mais c'est ton choix. Nous estimons que tu as un surplus significatif. Il a sorti un morceau de papier plié de sa poche. Il l'a déplié et l'a posé sur la table basse à côté du gâteau. C'était une feuille de calcul. Manuscrite. L'écriture de ma mère. 50%, a-t-il dit. Nous pensons qu'il est juste que tu nous donnes 50% de ton salaire mensuel, juste pour quelques années. Jusqu'à ce que nous soyons remis sur pied et que nous ayons assez pour la retraite. L'air a quitté la pièce. 50%. La moitié de tout ce que je gagnais. La moitié des nuits blanches. La moitié du stress. La moitié de ma liberté. J'ai regardé le bout de papier. Je ne l'ai pas ramassé. Vous voulez la moitié de mon chèque de paie, ai-je déclaré. Ce n'était pas une question. Ce n'est pas vouloir, Camilla, a dit ma mère, sa voix s'aiguisant de nouveau. C'est ce qui est juste. Nous avons tout sacrifié pour toi. Nous t'avons nourri. Nous t'avons vêtu. Tu ne serais pas là sans nous. Tu n'aurais pas ce travail si nous ne t'avions pas élevé pour être une travailleuse acharnée. C'est un retour sur investissement, a dit mon père. Il a réellement utilisé ces mots. Nous avons investi en toi. Maintenant, l'investissement rapporte. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Je les ai regardées. Vraiment regardées. J'ai vu les rides autour de la bouche de ma mère, gravées par des années de froncement de sourcils. J'ai vu la cupidité dans les yeux de mon père. Il ne me voyait pas. Il ne voyait pas les cernes sous mes yeux à cause des semaines de 80 heures. Il ne voyait pas la fierté que je ressentais pour cet appartement. Il voyait juste un distributeur automatique de billets qu'ils avaient construit. Et soudain, la peur a disparu. Elle a été remplacée par une clarté froide et dure. C'était comme de l'eau glacée dans mes veines. C'étaient des étrangers. Des étrangers qui se sentaient en droit de disposer de ma vie. Non, ai-je dit. Le mot est resté en suspens dans l'air. Le sourire de ma mère s'est figé. Pardon? Non, ai-je répété. Ma voix était stable. J'étais surprise de sa force. Je ne vous donne pas 50%, je ne vous donne pas 10%, je ne vous donne rien. Mon père s'est levé. Son visage est devenu rouge. Maintenant, écoute-moi bien,
jeune fille. Tu ne nous parles pas comme ça. Nous sommes tes parents. Je sais qui vous êtes, ai-je dit. Vous êtes les gens qui m'ont facturé le dentifrice quand j'avais 7 ans. Vous êtes les gens qui m'ont dit que j'étais un fardeau chaque jour de mon enfance. Nous t'apprenions la responsabilité, a lancé ma mère. Elle s'est levée aussi. Et clairement, nous avons échoué parce que tu te tiens là, égoïste, ingrate. Après tout ce que nous avons fait. Qu'avez-vous fait, ai-je demandé. J'ai fait un pas en avant. Je ne reculais pas, vous avez fait le strict minimum requis par la loi pour garder un enfant en vie. Vous m'avez nourri et vêtu parce que si vous ne l'aviez pas fait, vous seriez allé en prison. Ce n'est pas un sacrifice. C'est la loi. Comment oses-tu? A sifflé ma mère. Elle a pointé un doigt vers moi. Tu nous dois quelque chose. Ce n'est pas facultatif. Nous sommes une famille. La famille est de la famille. Vous ne voulez pas d'aide, ai-je dit. Vous voulez un salaire. Vous voulez que je sois votre employeur. Nous voulons ce qui nous appartient, a crié mon père. Sa voix a résonné dans le petit appartement. Autrefois, ce cri m'aurait fait m'effondrer. Il m'aurait fait pleurer et m'excuser et ouvrir mon carnet de chèques juste pour qu'il arrête de crier. Mais aujourd'hui, en le regardant, il avait juste l'air petit. Il ressemblait à un tyran qui perdait son pouvoir. Ce n'est pas à vous, ai-je dit calmement. C'est à moi. Je l'ai gagné. J'ai travaillé pour ça. Et je ne vais pas vous payer pour une enfance que j'ai passée à me sentir comme une locataire dans ma propre maison. Ma mère a regardé mon père. Ils ont échangé un regard que je connaissais bien. C'était le regard qui signifiait qu'ils devaient changer de tactique. La colère ne fonctionnait pas. C'était l'heure de la culpabilité. Le visage de ma mère s'est adouci, ses yeux se sont remplis de larmes instantanées et bien rodées. Elle s'est affalée sur le canapé, posant une main sur sa poitrine. « Oh, Daniel » a-t-elle gémi. Je me sens faible. Mon cœur. Elle me brise le cœur. Regarde ce que tu fais à ta mère, a dit mon père, sa voix baissant jusqu'à un grognement. Elle est malade, Camilla. Elle ne va pas bien. Nous avons besoin de cet argent pour ses médecins. Tu veux qu'elle meure? C'est ça? Tu veux que ta mère meure pour que tu puisses garder ton tapis chic? C'était une performance grotesque et répétée. Je l'avais vue 1000 fois. Arrêtez, ai-je dit. Arrêtez de jouer la comédie. Jouer la comédie, a haleté ma mère. Tu penses que ma douleur est une comédie. Je pense que vous êtes manipulateur, ai-je dit. Et je pense que vous avez fait une erreur en venant ici. Je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine. Il y avait un tiroir là où je gardais mes papiers importants, mon passeport, mon bail, et une autre enveloppe. Je gardais cette enveloppe depuis 3 ans. Depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire, j'avais espéré ne jamais avoir à l'utiliser. J'avais espéré qu'il changerait. J'avais espéré qu'ils seraient juste des parents. Mais au fond, je savais. Je savais que ce jour viendrait. J'ai ouvert le tiroir, ma main a effleuré le papier froid de l'enveloppe. Vous n'arrêtez pas de parler de ce qui est légal, ai-je dit en me retournant pour leur faire face. Vous n'arrêtez pas de parler de contrats et d'investissements. J'ai sorti l'enveloppe. Alors, parlons de contrats. Les yeux de mon père se sont plissés. Il a regardé l'enveloppe dans ma main. Il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il sentait le danger. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Vous ne vous souvenez pas, ai-je demandé. Je suis retourné dans le salon et j'ai jeté l'enveloppe sur la table basse, juste au-dessus de leur feuille de calcul. Allez-y, ouvrez-la. Ma mère a arrêté de pleurer. Ses yeux se sont séchés instantanément. Elle a regardé l'enveloppe, puis moi. Ouvrez-la, ai-je répété. Mon père a tendu la main. Sa main tremblait légèrement. Il a pris l'enveloppe et l'a déchirée. Il a sorti le document à l'intérieur. C'était une seule page, du papier juridique épais, notarié, tamponné. J'ai regardé ses yeux parcourir le document. J'ai vu la couleur quitter son visage. Il est passé du rouge à un gris pâle et maladif. Marjorie, a-t-il chuchoté. Quoi, a-t-elle demandé. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas répondu. Il a juste laissé le papier tomber de sa main sur la table. C'est le document que vous m'avez fait signer, ai-je dit.
Il y a 3 ans, quand j'ai contracté mes prêts étudiants. Vous aviez si peur que ma dette retombe sur vous. Vous étiez si terrifié d'être responsable de mon éducation. Ma mère a attrapé le papier. Elle l'a lu frénétiquement. Alors, vous m'avez fait signer une décharge de responsabilité financière, ai-je continué. Et vous l'avez signé aussi. Une séparation légale complète des finances. Il stipule que je suis seul responsable de mes dettes, et que vous êtes seul responsable des vôtres. Il stipule qu'aucune réclamation financière ne peut être faite par l'une ou l'autre des parties contre l'autre pour quelque raison que ce soit, à perpétuité. Je les ai regardés. Vous vouliez vous assurer que je ne pourrais pas vous demander un centime, ai-je dit. Alors, vous avez renoncé à votre droit de m'en demander un jour. Ma mère a levé les yeux. Sa bouche était ouverte, mais aucun mot n'en sortait. Vous vous êtes protégé de moi, ai-je dit. Et en le faisant, vous m'avez protégé de vous. Ça, balbutia ma mère. Ce n'est pas. Nous ne voulions pas dire. C'est notarié, ai-je dit. C'est légal et c'est contraignant. Mon père se tenait là, fixant le papier comme si c'était une bombe. Sortez, ai-je dit. Kama, a commencé mon père. Sortez de mon appartement, ai-je dit. Prenez votre gâteau. Prenez votre feuille de calcul et sortez. Mais ils ne sont pas partis. Au lieu de cela, un regard de désespoir a traversé le visage de mon père. Un regard qui me disait que ce n'était plus seulement de la cupidité. C'était une question de survie. On ne peut pas, a-t-il chuchoté. Quoi, ai-je demandé. On ne peut pas juste partir, a-t-il dit. Parce qu'on l'a déjà dépensé. J'ai froncé les sourcils. Dépenser quoi? L'argent, a dit ma mère, sa voix tremblant pour de vrai cette fois. L'argent que tu nous as promis. Je ne vous ai jamais rien promis, ai-je dit. Le tribunal pense que si, a dit mon père. Mon sang s'est glacé. Qu'avez-vous fait, ai-je demandé. Mon père a regardé le sol. Nous avons déposé une requête de pension alimentaire pour ascendant au tribunal. Nous leur avons dit que tu avais accepté de payer. Nous leur avons montré le texto. Je n'ai jamais envoyé de texto, ai-je dit. Nous en avons peut-être créé quelques-uns, a chuchoté ma mère. Je les ai dévisagés. Le silence dans la pièce n'était plus une victoire. C'était le silence lourd et suffocant d'un crime. Ils n'étaient pas seulement venus pour mendier. Ils étaient venus me dire qu'ils avaient déjà volé mon avenir. Mon salon m'a semblé très petit tout à coup. L'air était épais et chaud. J'ai regardé les 2 personnes assises sur mon canapé. C'étaient mes parents, mais ils ressemblaient à des étrangers. Ils ressemblaient à des criminels. Vous avez déposé une requête, ai-je répété lentement. Et vous avez falsifié des messages textes. Ma mère a tripoté un fil lâche sur son manteau. Elle ne voulait pas me regarder. Nous devions le faire, Camilla. La banque. Ils allaient prendre la maison. Nous avons des dettes. De mauvaises dettes. Le jeu, ai-je demandé. Je savais que mon père aimait les casinos près de la rivière. Mon père a tressailli. Des investissements qui n'ont pas rapporté. Peu importe. Nous devions montrer une preuve de revenu pour obtenir une prolongation du prêt. Nous devions montrer que nous avions un soutien à venir. Alors, vous êtes devenu moi, ai-je dit. C'était facile, a dit ma mère, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Elle semblait presque fière, ce qui m'a retourné l'estomac. Nous avons acheté un téléphone prépayé. Nous avons enregistré le numéro comme Camilla dans le téléphone de ton père. Et puis nous nous sommes juste envoyé des textos. J'ai fermé les yeux. Je pouvais les imaginer assis à leur table de cuisine, celle que je frottais jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Je pouvais les imaginer se passant les téléphones. Maman, en tant que Camilla, ne t'inquiète pas, papa. J'ai eu la promotion. Je t'enverrai $2000 par mois à partir de la semaine prochaine. Papa, merci, ma chérie. Nous apprécions. Maman, en tant que Camilla, c'est la moindre des choses. Je vous dois tout. Ils avaient écrit un scénario. Ils avaient mis des mots dans ma bouche, des mots d'amour et d'obéissance que je ne dirai jamais. Ils avaient créé une fille imaginaire qui était heureuse d'être utilisée. Nous les avons imprimés, a dit mon père. Nous les avons inclus dans la déclaration sous serment. Nous l'avons déposée la semaine dernière.
L'audience est dans 10 jours. Et vous pensiez que je ne le découvrirais pas, ai-je demandé. Nous pensions que tu nous aiderais, a crié ma mère. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux sauvages. Nous pensions que si nous venions ici et expliquions, tu accepterais simplement. Tu as l'argent maintenant, Camilla. Ce n'est pas un mensonge si tu nous paies réellement. Si tu commences juste à payer, les textos deviennent réels. Ça devient la vérité. Je l'ai regardé fixement. La logique était tordue. C'était malade. Vous voulez que je couvre votre fraude, ai-je dit. Vous voulez que j'aille devant un tribunal et que je mente à un juge? Vous voulez que je dise, oui, je leur ai promis cet argent pour que vous n'alliez pas en prison. Tu dois le faire, a dit mon père. Il s'est relevé, se dressant au-dessus de la table basse. Si tu ne le fais pas, ils nous accuseront. C'est un crime, Camilla. Faux et usage de faux, parjure. Tu veux voir tes parents menotter? C'est ça que tu veux. Il utilisait à nouveau la peur. Il pariait sur ma honte. Il pariait que j'étais encore la petite fille terrifiée de faire une scène. Il pensait que je paierais des milliers de dollars juste pour garder le nom de la famille propre. Vous avez commis un crime contre moi, ai-je dit. Vous avez volé mon identité. Vous avez mis des mots dans ma bouche. Nous l'avons fait pour la famille, a crié mon père. Pour sauver la maison. La maison dans laquelle tu as grandi. Je détestais cette maison, ai-je dit doucement. La confession est restée en suspens dans l'air. J'ai détesté chaque minute dans cette maison, ai-je continué. J'ai détesté la façon dont les lattes du plancher grinçaient quand vous marchiez dans le couloir pour me crier dessus. J'ai détesté la cuisine froide où vous comptiez ma nourriture. Je me fiche de cette maison. J'espère que la banque la prendra. Ma mère a halté. Elle a porté une main à sa bouche. Espèce de monstre. Je ne suis pas le monstre, ai-je dit. Je suis juste la victime qui s'est réveillée. Je me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé la rue. Il commençait à faire nuit. Les lampadaires s'allumaient. J'ai vu une voiture s'arrêter au bord du trottoir. Une berline noire. Je connaissais cette voiture. Je me suis retourné vers eux. Vous avez fait une erreur, ai-je dit. Vous avez supposé que j'étais seul. Vous avez supposé que j'étais encore juste la fille de Marjorie et Daniel. Vous avez oublié que je suis une analyste financière. Vous avez oublié que je traite des contrats et de la fraude tous les jours. De quoi parles-tu? A demandé mon père. Il avait l'air nerveux maintenant. Il transpirait. J'ai une surveillance de crédit, ai-je dit. J'ai des alertes sur mon statut juridique. J'ai reçu une notification il y a 3 jours qu'une requête avait été déposée me nommant comme intimé. Ils se sont figés. Je ne savais pas pour les faux textos, ai-je admis. Pas avant que vous ne me le disiez. Mais je savais que vous essayiez de me poursuivre pour pension alimentaire en vertu des lois sur la responsabilité filiale. Je savais que vous veniez pour mon argent. Et alors, a dit mon père agressivement. Alors, tu savais. Tu ne peux pas nous arrêter. La loi dit que les enfants doivent soutenir les parents indigents. Pas si les parents étaient abusifs, ai-je dit. Et pas si les parents commettent une fraude. C'est ta parole contre la nôtre, a ricané ma mère. Qui vont-ils croire? 2 pauvres parents malades ou une fille riche et avare qui les a abandonnés? J'ai regardé l'enveloppe sur la table, la décharge de responsabilité qu'ils avaient signée il y a 3 ans. Ils croiront les papiers, ai-je dit. Et ils croiront le témoin. Quel témoin? A demandé mon père. Il n'y a personne ici à part nous. J'ai regardé la porte. Vous vous trompez, ai-je dit. Et puis la sonnette a retenti. Le son de la sonnette était aigu et fort. 3 courtes sonneries. Mes parents ont sursauté. Ma mère a attrapé le bras de mon père. Qui est-ce? A-t-elle demandé. La justice, ai-je dit. Je me suis dirigé vers l'interphone sur le mur. J'ai appuyé sur le bouton. Entrez, Camilla. N'ose pas, a dit mon père. Il s'est dirigé vers moi, les poings serrés. Si c'est la police, tu les renvoies. Tu leur dis que c'était une erreur. Nous sommes une famille. On ne dénonce pas sa famille. Je n'ai pas bronché. Je me tenais le dos au mur, les regardant s'effondrer. Vous avez cessé d'être une famille quand vous m'avez traité comme un compte bancaire,
ai-je dit. Vous avez cessé d'être une famille quand vous avez falsifié mon nom. On a frappé lourdement à la porte. Mon père a regardé la porte, puis la fenêtre, comme s'il cherchait une issue de secours, mais nous étions au 4e étage. Il n'y avait nulle part où aller. J'ai ouvert la porte. Dana Meyers se tenait là. Dana avait mon âge, mais elle se déplaçait avec une autorité terrifiante. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré. Elle tenait une mallette en cuir. Derrière elle se tenait un homme en uniforme. L'officier Klein. Il était grand, large d'épaules, et avait un visage qui ne souriait pas. « Bonsoir, Camilla » a dit Dana. Sa voix était froide, professionnelle. Elle est entrée dans l'appartement sans demander. L'officier Klein l'a suivie. Mon salon était bondé maintenant. L'air semblait électrique. « Qui êtes-vous » a exigé mon père. Il a essayé de paraître dur, mais sa voix s'est brisée. Dana ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. « Ça va, Camilla ?»« Ça va » ai-je dit. Ils viennent d'avouer. « Avouer quoi » a demandé Dana, en ouvrant sa mallette. Ils ont déposé la requête en utilisant de faux messages textes. J'ai dit qu'ils avaient admis avoir acheté un téléphone prépayé et s'être fait passer pour moi pour créer la preuve d'un accord de paiement. Dana s'est arrêtée. Elle a levé les yeux, ses yeux brillants d'une satisfaction froide. Vraiment ? Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Elle s'est tournée vers mes parents. Elle a tendu une pile de papier. Daniel et Marjorie Rowan, a-t-elle demandé. Nous n'avons pas à vous parler, a dit ma mère. Elle tremblait. Elle se cachait derrière mon père. Vous n'avez pas à le faire, a convenu Dana. Mais vous devez prendre ça. Elle a poussé les papiers contre la poitrine de mon père. Il les a instinctivement saisis. Vous êtes assigné à comparaître, a dit Dana. Je représente Camilla dans une contre-poursuite pour fraude, vol d'identité et poursuite malveillante. Nous déposons également une requête en rejet de votre demande de pension alimentaire avec préjudice, citant la décharge de responsabilité que vous avez signée il y a 3 ans. Mon père a baissé les yeux sur les papiers. Ses mains tremblaient si fort que les pages bruissaient. Et, a continué Dana, en faisant un signe de tête à l'officier Klein est ici pour prendre une déclaration concernant le faux et usage de faux. Puisque vous venez de l'admettre devant un témoin. Je n'ai rien admis. A crié mon père. Elle ment. Ma fille est une menteuse. Je l'ai entendue, ai-je dit calmement. Et je l'ai enregistrée. J'ai pointé mon téléphone, qui était posé sur le comptoir de la cuisine, face cachée. J'avais activé le mémo vocal au moment où je les ai vus à travers le Judas. Ma mère a poussé un gémissement. S'est éteint son aigu et mince comme un animal blessé. Elle s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Comment as-tu pu, a-t-elle sangloté. Nous sommes tes parents. Nous t'avons donné la vie. Vous m'avez donné la vie et ensuite vous avez essayé de me la faire payer, ai-je dit. L'officier Klein s'est avancé. Monsieur Rowan, Madame Rowan, je vais vous demander de vous lever. Nous devons aller au poste pour régler ça. Je ne vais nulle part, a dit mon père. Il a chiffonné les papiers dans sa main. C'est une affaire de famille privée. Vous ne pouvez pas nous arrêter pour un différend familial. Le faux et usage de faux n'est pas un différend familial, a dit Dana. C'est un crime. La fraude n'est pas un différend familial. C'est un crime. Mon père m'a regardé. Ses yeux étaient suppliants maintenant. La colère avait disparu. L'arrogance avait disparu. Il n'y avait que de la peur. Camilla, a-t-il dit, s'il te plaît, dis-leur juste d'arrêter. Nous retirerons la requête. Nous partirons. Nous ne te demanderons plus jamais d'argent. Juste, ne les laisse pas nous emmener. C'était le moment pour lequel j'avais été entraîné toute ma vie. Le moment où mon père demandait quelque chose, et mon travail était de le lui donner, de faire disparaître les sentiments effrayants. Chaque instinct dans mon corps criait de réparer ça, de les sauver, d'être la bonne fille. J'ai regardé ses cheveux gris. J'ai regardé les épaules tremblantes de ma mère. J'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour eux, mais pour les parents que j'aurais aimé avoir. J'aurais aimé avoir des parents qui seraient venus célébrer ma promotion avec un gâteau et des câlins. J'aurais aimé avoir des parents qui étaient heureux que je sois en sécurité. Mais je n'en avais pas.
J'avais ces gens. J'avais des voleurs qui volaient ma paix. Si je les laissais partir maintenant, ils reviendraient. Peut-être pas demain, peut-être pas le mois prochain, mais ils reviendraient. Ils me culpabiliseraient à nouveau. Ils me videraient jusqu'à ce que je sois vide. Non, ai-je dit. Le visage de mon père s'est décomposé. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit. C'est vous qui avez fait ça. Vous avez signé la décharge. Vous avez falsifié les textos. Vous êtes venu ici pour exiger de l'argent que j'ai gagné. Vous avez fait vos choix. J'ai regardé Dana. Faites ce que vous avez à faire. L'officier Klein a posé une main sur l'épaule de mon père. Allons-y, monsieur. Mon père n'a pas résisté. Il avait l'air brisé. Il s'est dirigé vers la porte, la tête baissée. Ma mère a été plus difficile à faire bouger. Elle pleurait bruyamment, criant qu'elle était malade, qu'elle s'évanouissait, mais l'officier Klein était doux et ferme. Il l'a aidé à se lever. Alors qu'il sortait, ma mère s'est retournée une dernière fois. Son visage était strié de mascara. « Je n'ai pas de fille !» m'a-t-elle crié. « Tu m'entends ? Tu es morte pour nous. » Les mots auraient dû me blesser. Ils étaient conçus pour blesser. C'était l'arme ultime de son arsenal. Mais alors que je me tenais là, dans mon appartement silencieux, les regardant partir en garde à vue, je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti du soulagement. Je sais, ai-je chuchoté. Dana a fermé la porte. Le verrou a cliqué. Le silence s'est à nouveau engouffré dans la pièce. Il était lourd, mais il était pur. Dana a laissé échapper un long soupir. Elle s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai regardé le gâteau sur la table. Le gâteau de supermarché bon marché avec les roses bleues. C'était la seule chose qu'ils avaient laissée derrière eux. Ça ira, ai-je dit. C'est fini ? Pas encore, a dit Dana. Ils auront un avocat commis d'office. Ils essaieront de contester les accusations de fraude. Nous devons aller au tribunal la semaine prochaine pour l'audience sur la requête. Nous devons tout prouver. J'ai la décharge, ai-je dit, en montrant l'enveloppe froissée. Cette décharge, c'est de l'or, a dit Dana. Mais nous avons besoin de plus. Nous devons montrer un schéma. Nous devons montrer au juge que ce n'était pas une erreur ponctuelle, mais toute une vie d'abus financiers. As-tu quelqu'un d'autre qui peut témoigner? Quelqu'un qui a vu comment il te traitait en grandissant. J'y ai réfléchi. J'avais gardé ma vie si privée. J'avais caché les abus à mes amis, à mes professeurs. J'avais trop honte. Non, ai-je dit. Je n'ai personne. Réfléchis, Camilla, a dit Dana. Y a-t-il quelqu'un dans la famille? Une tante, un cousin. J'ai secoué la tête. Mes parents nous avaient isolés. Ils avaient coupé les ponts avec la plupart de la famille à cause de différends financiers ou d'offenses. Je n'avais pas vu mes proches depuis des années. Puis je me suis souvenu. Ma grand-mère, ai-je dit. Dana a haussé un sourcil. La mère de ton père. Béatrice, ai-je dit. Elle vit à Greensbourg. Je ne lui ai pas parlé depuis 5 ans. Mon père lui a interdit de venir à la maison parce qu'elle m'avait donné $20 pour mon anniversaire et m'avait dit de garder le secret. Est-elle toujours en vie? A demandé Dana. Je pense que oui, ai-je dit. Si elle est lucide et si elle est prête à parler, a dit Dana, elle pourrait être le coup de grâce. Une grand-mère témoignant contre son propre fils. Ça détruit leur défense de famille aimante. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché le numéro que j'avais mémorisé il y a une éternité. Je vais l'appeler, ai-je dit. Ma main a plané au-dessus du bouton d'appel. J'étais terrifié. Et si elle était comme eux? Et si elle me disait que j'avais tort? Et si elle raccrochait? Mais je me suis souvenu de ses mains chaudes. Je me suis souvenu qu'elle me donnait des biscuits en cachette. Je me suis souvenu de son murmure. Tu es intelligente, Camille. Tu vas t'en sortir un jour. J'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? La voix était vieille, craquante et frêle. Mais c'était elle. Grand-mère, ai-je dit, ma voix se brisant enfin. C'est Camilla. Il y a eu une pause, un long silence a coupé le souffle.
Camille, a-t-elle chuchoté. Oh, ma douce petite. Je savais que tu appellerais. J'attendais. L'appel avec ma grand-mère a été court, mais il a tout changé. Elle n'a pas demandé de détails. Elle n'a pas demandé si je disais la vérité. Elle a juste dit, viens me voir, Camille. Rentre à la maison. Maison. C'était un mot étrange. Pendant 26 ans, la maison avait été un endroit où je marchais sur des œufs. C'était un lieu de registre et de dette. Mais en entendant sa voix, j'ai réalisé que la maison n'était pas un bâtiment. C'était une personne qui ne voulait rien de vous. Le lendemain matin, j'ai pris ma journée. Je ne pouvais pas me concentrer sur les feuilles de calcul. Je ne pouvais pas regarder les chiffres sans voir l'écriture de ma mère sur cette liste de demandes. J'ai conduit jusqu'à Greensboro. C'était à 1 heure de Pittsburgh. La silhouette de la ville s'est estompée pour laisser place à des collines et à de petites villes fatiguées. Ma grand-mère Béatrice vivait dans une petite maison jaune au bout d'une allée de gravier. Mon père l'avait toujours appelée une cabane. Il se moquait d'elle parce qu'elle vivait simplement. Elle est assise sur cette propriété comme un dragon, disait-il. Elle devrait la vendre et nous donner l'argent. Maintenant, en arrivant, j'ai vu la maison différemment. Ce n'était pas une cabane. C'était modeste. C'était propre. Il y avait des jardinières aux fenêtres, même si les fleurs se fanaient dans le froid de l'automne. C'était une maison qui appartenait à quelqu'un de content. Je suis sorti de la voiture. Mes jambes me semblaient lourdes. Je ne l'avais pas vue depuis 5 ans. Me blâmerait-elle? Me regarderait-elle en voyant le visage de son fils? La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Béatrice se tenait là. Elle était plus petite que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient maintenant d'un blanc pur, attachés en un chignon lâche. Elle portait un simple cardigan bleu et un pantalon gris. Elle s'appuyait sur une canne, mais ses yeux étaient vifs. Ils étaient de la même couleur que les miens. Un noisette profond et observateur. Camilla, dit-elle doucement. Grand-mère, ai-je étranglé? Elle n'a pas attendu. Elle a laissé tomber sa canne. Elle a claqué bruyamment sur le porche et a ouvert ses bras. Je me suis blotti contre elle. Elle sentait la menthe poivrée et les vieux livres. Elle semblait fragile comme un oiseau, mais sa prise était forte. Elle m'a serré fort. Elle m'a serré comme si elle essayait de recoller des morceaux brisés. J'ai commencé à pleurer. Je n'avais pas pleuré quand mes parents avaient exigé l'argent. Je n'avais pas pleuré quand la police les avait emmenés. J'avais été trop en colère, trop concentré sur la survie. Mais ici, dans les bras de la seule personne qui m'avait jamais simplement apprécié, le barrage a cédé. Je suis désolé, ai-je sangloté sur son épaule. Je suis désolé de ne pas avoir appelé. Je suis désolé d'être resté loin. Chut, a-t-elle chuchoté en me caressant les cheveux. Tu n'es pas resté loin. Tu t'es échappé. Il y a une différence. Elle m'a fait entrer. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Les mêmes couvertures tricotées sur le canapé. La même horloge qui tic-taquait sur le mur. C'était calme, mais pas le silence lourd et jugeur de la maison de mes parents. C'était un silence paisible. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine. Elle a fait du thé. Elle a mis une assiette de biscuits du commerce entre nous. Raconte-moi, a-t-elle dit, raconte-moi tout ce qu'ils ont fait. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé des dettes de l'enfance. Je lui ai parlé de la note qu'il tenait sur mon existence. Je lui ai parlé du dentifrice, des chaussures, de la culpabilité constante. Je lui ai parlé de la promotion, du coup à la porte et des faux messages textes. Je lui ai parlé de la décharge. Quand j'ai eu fini, Béatrice s'est adossée à sa chaise. Son visage était dur. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle avait l'air résignée. Je l'ai raté, a-t-elle dit tranquillement. Non, ai-je dit immédiatement. Ce n'est pas ta faute, papa. Il a choisi d'être comme ça. Je l'ai élevé pour qu'il soit prudent avec l'argent, a dit Béatrice, fixant sa tasse de thé. Nous étions pauvres quand il grandissait. Je lui ai appris à économiser. Je lui ai appris que la sécurité est importante. Mais quelque part en chemin, il a tordu ça. Il a cessé de voir l'argent comme un outil pour la sécurité et a commencé à le voir comme un moyen de contrôler les gens. Il a commencé à voir les gens comme des objets.
Elle a levé les yeux vers moi. Quand tu es né, j'étais si heureuse, a-t-elle dit. Mais la première chose que Daniel m'a dite n'était pas « elle est belle ». C'était « sais-tu combien coûtent les couches ?» J'ai frissonné. J'ai essayé d'intervenir, a-t-elle continué. Quand tu étais petite, j'ai essayé de t'acheter des choses. J'ai essayé de t'emmener manger une glace, mais chaque fois que je le faisais, il te punissait pour ça. Si je t'achetais une poupée, Marjorie la confisquait en disant que tu ne l'avais pas méritée. Si je te donnais de l'argent, Daniel le prenait. Je me souviens des 20 $, ai-je dit, pour mon 10e anniversaire. Béatrice a souri tristement. Oui. Et quand il l'a découvert, il m'a banni de la maison. Il a dit que je gâtais l'actif. C'est comme ça qu'il t'appelait. L'actif. Ils vont dire que je les ai abandonnés, ai-je dit. Au tribunal, ils vont dire que je suis ingrate. Ils vont mentir. Laisse-les mentir, a dit Béatrice. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa peau était fine comme du papier, mais sa main était chaude. Parce que je serai là. Tu n'es pas obligé, ai-je dit. Ce sera difficile. C'est ton fils. C'est mon fils, a-t-elle dit fermement. Mais tu es la victime, et j'ai fini de le protéger. Je l'ai protégé trop longtemps en gardant le silence. Je pensais que si je ne faisais pas de vagues, il finirait par changer, mais le silence ne fait que laisser la pourriture grandir. Elle a serré ma main. Je témoignerai. Kama, je dirai aux juges exactement qui ils sont. Je leur dirai qu'il ne s'agit pas d'une pension alimentaire filiale. Il s'agit d'extorsion. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler, non pas de l'affaire, mais de moi. Elle m'a posé des questions sur mon travail. Elle m'a posé des questions sur mon appartement. Elle m'a demandé si j'étais heureuse. Je pense que oui, ai-je dit. Ou je le serai une fois que tout ça sera terminé. Ce sera bientôt terminé, a-t-elle promis. Je suis retourné à Pittsburgh ce soir-là. Le nœud dans ma poitrine s'était desserré. Je n'étais plus seul. J'avais un témoin. J'avais une alliée. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation juridique. Dana était une machine. Elle a déposé la contre-poursuite. Elle a rassemblé mes relevés bancaires pour prouver que je ne leur avais jamais envoyé d'argent auparavant, prouvant qu'il n'y avait pas de schéma de soutien à maintenir. Elle a assigné à comparaître les relevés téléphoniques pour prouver que les messages textes provenaient d'un téléphone prépayé acheté avec la carte de crédit de mon père. Mes parents avaient engagé un avocat, un défenseur public nommé Monsieur Henderson. Dana m'a dit qu'il était surchargé de travail et fatigué, mais qu'il ferait son travail. Il essaierait de me faire passer pour la méchante. Prépare-toi, Kama, m'a dit Dana la veille de l'audience. Nous étions dans son bureau à manger de la nourriture chinoise à emporter. Ils vont dire des choses terribles sur toi demain. Ils vont attaquer ton caractère. Ils vont essayer de te faire passer pour une femme de carrière froide et sans cœur qui a oublié d'où elle venait. Je sais, ai-je dit. Je suis prête. Vraiment, a demandé Dana. C'est différent quand tu es dans la pièce. Quand ils sont assis à 3 mètres de toi en train de pleurer. J'ai la décharge, ai-je dit. Et j'ai grand-mère. Béatrice est notre botte secrète, a convenu Dana. Nous ne la jouerons pas avant la fin. Nous les laissons creuser leur propre tombe d'abord. Je suis rentré à mon appartement. C'était calme. Je me suis assise sur mon canapé gris, celui que ma mère avait expertisé comme un prêteur sur gage, et j'ai regardé l'espace vide. J'ai réalisé quelque chose d'étrange. Il me manque. Pas eux spécifiquement. Pas Daniel et Marjorie. L'idée de parents me manque. La fantaisie que peut-être, juste peut-être, si j'obtenais cette promotion, ils m'aimeraient enfin, me manque. J'ai réalisé qu'une partie de moi, la petite fille, s'accrochait encore à cet espoir jusqu'au moment où ils ont demandé 50%. Maintenant, cet espoir était mort. Et bien que ce fût triste, c'était aussi libérateur. Je n'avais plus besoin d'essayer. La course était terminée. Je pouvais arrêter de courir. Je me suis couché tôt. J'ai dormi sans rêver. Quand je me suis réveillé, le ciel était gris. Il pleuvait. Une journée parfaite pour le tribunal. J'ai mis mon plus beau tailleur. Il était noir, élégant et professionnel. J'ai attaché mes cheveux en arrière.
J'ai mis un peu de maquillage pour cacher la pâleur de ma peau. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas vu une victime. J'ai vu une analyste financier senior. J'ai vu une femme qui payait ses propres factures. Tu ne leur dois rien, ai-je chuchoté à mon reflet. J'ai attrapé mon sac. J'ai attrapé le dossier avec la décharge de responsabilité. Je suis sorti. Le palais de justice était un immense bâtiment en pierre du centre-ville. Il sentait la cire et la vieille anxiété. Les couloirs résonnaient des bruits de pas et des conversations feutrées. Il y avait des gens partout. Des avocats en costumes coûteux, des accusés en combinaison orange, des familles en larmes sur des bancs. C'était un endroit où les vies étaient démontées et remontées par des étrangers. J'ai retrouvé Dana près du point de contrôle de sécurité. Elle avait l'air féroce. Elle m'a tendu un café. Prête, a-t-elle demandé. Finissons-en, ai-je dit. Nous nous sommes dirigés vers la salle d'audience 4B, le tribunal de la famille. Quand nous sommes entrés, mes parents étaient déjà là. Ils étaient assis à la table des intimés. Ils avaient clairement été briefés. Ma mère portait un cardigan délavé, pas le trench coat. Elle avait l'air fragile. Elle tenait un mouchoir dans sa main. Mon père portait un costume trop grand pour lui, ce qui le faisait paraître rétréci et inoffensif. Il fixait ses mains. Ils ne m'ont pas regardé quand je suis entré. Ils ont gardé les yeux baissés. C'était une pause. Les humbles parents abandonnés. Nous nous sommes assis à la table des demandeurs. La pièce était froide. La climatisation bourdonnait bruyamment. L'huissier a crié « Levez-vous ». Le juge Whitmore est entré. C'était un homme plus âgé avec un visage sévère et des lunettes cerclées de fils. Il avait l'air d'avoir vu tous les mensonges qu'un être humain pouvait raconter. Il s'est assis et a ajusté sa robe. Dossier numéro 4492, a-t-il lu. Rowan contre Rowan. Requête de pension alimentaire pour ascendant et contre-requête pour fraude et dommages-intérêts. Il a regardé par-dessus ses lunettes vers nous. C'est une affaire compliquée, a-t-il noté sèchement. Maître, déclaration liminaire. Monsieur Henderson, le défenseur public de mes parents, s'est levé. Il avait l'air fatigué. Il a brassé ses papiers. Votre honneur, a-t-il commencé. Sa voix était monotone. C'est un simple cas de besoin. Mes clients, Daniel et Marjorie Rowan, sont démunis. Ils sont âgés. Ils ont des problèmes de santé. Ils ont élevé leur fille, l'intimée, avec amour et sacrifice. Ils ont soutenu son éducation. Ils ont soutenu ses rêves. Il a fait un geste vers moi. Maintenant, la fille est riche. Elle a un travail bien rémunéré. Elle vit dans le luxe. Et pourtant, elle refuse d'aider les parents qui lui ont tout donné. En vertu des lois sur la responsabilité filiale de l'État, elle a un devoir moral et légal. Nous demandons simplement une modeste allocation mensuelle. Pour que ces gens ne meurent pas de faim. Il a fait une pause pour les faits. De plus, a-t-il ajouté, nous montrerons qu'il y a eu un accord verbal et écrit où la fille a promis d'aider. Elle revient maintenant sur cette promesse parce qu'elle préfère acheter des meubles chers plutôt que de nourrir sa mère. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot audible. C'était parfaitement synchronisé. Le juge l'a regardé, son expression illisible. Dana s'est levée. Elle n'a pas brassé de papier. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle ressemblait à un prédateur. Votre honneur, a dit clairement Dana, ce n'est pas un cas de besoin. C'est un cas de cupidité, et c'est un cas de fraude criminelle. Elle s'est dirigée vers le banc du juge. Ma cliente, Camilla Rowan, ne doit rien à ces gens. Non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle a déjà payé. Elle a payé avec son enfance. Elle a payé avec son travail. Et il y a 3 ans, les deux parties ont signé un contrat légal rompant tous les liens financiers. Le juge a haussé un sourcil. Un contrat. Nous le présenterons, a dit Dana. Mais plus important encore, votre honneur, l'accord dont parle la défense est une fabrication. Les demandeurs ont falsifié des preuves. Ils se sont fait passer pour ma cliente. Ce ne sont pas des victimes. Ce sont des escrocs qui tentent d'utiliser ce tribunal comme une arme pour extorquer leur fille. Mon père a bougé sur son siège. Il avait l'air en colère maintenant. L'acte humble glissait. Appelez votre premier témoin,
a dit le juge. Monsieur Henderson a appelé ma mère. Marjorie s'est dirigée vers la barre. Elle se déplaçait lentement, se tenant le dos comme si elle avait mal. Elle a prêté serment. Madame Rowan, a demandé monsieur Henderson. Parlez-nous de votre situation financière. C'est terrible, a dit ma mère, sa voix tremblante. Nous n'avons rien. La banque appelle tous les jours. Nous ne pouvons pas nous payer mes médicaments. Et avez-vous demandé de l'aide à votre fille? Oui, a-t-elle reniflé. Nous sommes allés à son appartement. Nous voulions juste parler. Nous lui avons apporté un gâteau. Nous voulions célébrer sa promotion. Et qu'a-t-elle fait? Elle nous a mis dehors, a pleuré ma mère. Elle nous a dit qu'elle se fichait que nous mourions. Elle a dit qu'elle était riche maintenant et qu'elle n'avait plus besoin de nous. J'ai serré le bord de la table. C'était un mensonge. Un pur et vicieux mensonge. Et les messages textes? A demandé monsieur Henderson. Se joint à votre déclaration sous serment. Ma mère a hésité. Elle a regardé mon père. Il lui a fait un signe de tête subtil. Elle les a envoyés, a dit ma mère. Elle nous a envoyé un texto disant qu'elle enverrait 2000 $. Je ne sais pas pourquoi elle le nie maintenant. Peut-être qu'elle a honte. Merci, a dit monsieur Henderson. Dana s'est levée pour le contre-interrogatoire. Elle n'a apporté aucun papier. Elle s'est juste approchée de la barre et s'est appuyée contre la balustrade. Madame Rowan, a dit agréablement Dana. Vous dites que ma cliente a envoyé ces textos? Oui, a dit ma mère. Depuis son numéro de téléphone? Oui. Pouvez-vous lire le numéro indiqué sur l'impression des textos? A demandé Dana. Ma mère a plissé les yeux sur le papier. C'est le 555 à 192. Et quel est le numéro de téléphone de Camilla? A demandé Dana. Je ne le connais pas par cœur, a balbutié ma mère. C'est le 555 à 199, a dit Dana. Un chiffre de différence. Une erreur facile à faire si vous achetez un téléphone prépayé et essayez de le faire ressembler, n'est-ce pas? Objection, a dit paresseusement monsieur Henderson. Maintenu, a dit le juge. Faites attention, maître. Dana a souri. Madame Rowan, reconnaissez-vous ce relevé de carte de crédit? Elle a brandi un morceau de papier. C'est un relevé de la carte Visa de votre mari, a dit Dana. Daté d'il y a 2 semaines. Il y a un débit de 29,99 $ chez Best Buy pour un téléphone portable prépayé. Ma mère est devenue pâle. Nous avions besoin d'un nouveau téléphone, a-t-elle dit. Le nôtre était cassé. Et pourtant, a dit Dana, les messages textes de Camilla ont été envoyés depuis ce numéro de téléphone prépayé exact. Nous avons les registres de l'opérateur. Le téléphone que vous avez acheté a été utilisé pour envoyer des textos au téléphone de votre mari en se faisant passer pour votre fille. Saviez-vous que se faire passer pour quelqu'un pour déposer un document judiciaire est un parjure? Ma mère avait l'air piégée. Elle a regardé le juge. Nous étions juste confus. Nous sommes vieux. Peut-être que nous avons mélangé les numéros. Vous avez mélangé le numéro de votre fille avec un téléphone que vous avez acheté vous-même, a demandé Dana. Nous avions besoin de l'argent, a crié ma mère soudainement. Elle en a tellement. Pourquoi ne peut-elle pas partager? Ce n'est pas juste. La salle d'audience est devenue silencieuse. Ce n'était pas un déni. C'était une justification. Pas d'autres questions, a dit Dana. Ma mère est descendue. Elle avait l'air vaincue. Elle s'est affalée à côté de mon père. La défense a-t-elle d'autres témoins, a demandé le juge. Non, votre honneur, a dit monsieur Henderson. Il savait reconnaître un navire en train de couler. Le demandeur peut appeler son premier témoin, a dit le juge. Dana m'a regardé. Camilla. Je me suis levé. Mes jambes me semblaient stables. Je me suis dirigé vers la barre. J'ai juré de dire la vérité. Je me suis assise et j'ai regardé mes parents. Ils me foudroyaient du regard maintenant. Le masque était complètement tombé. Ils avaient l'air de vouloir me faire du mal. Camilla, a dit Dana, avez-vous jamais accepté de payer à vos parents 50% de votre salaire? Non, ai-je dit fermement.
Avez-vous envoyé ces messages textes? Non. Dites à la cour ce qu'il y a dans ce document dans cette enveloppe, a dit Dana, en me tendant la décharge de responsabilité. Je l'ai ouverte. C'est une décharge de responsabilité financière. Mes parents et moi l'avons signée il y a 3 ans. Elle stipule que nos finances sont complètement séparées et qu'aucune des parties n'a de réclamation sur l'autre. Pourquoi avez-vous signé ça? A demandé Dana. Parce qu'ils m'ont forcé, ai-je dit. J'ai regardé directement le juge. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'avais des prêts étudiants. Mes parents étaient terrifiés que si je faisais défaut, les agents de recouvrement s'en prendraient à eux. Ils voulaient protéger leurs biens. Ils m'ont forcé à signer ça pour qu'ils ne soient jamais responsables de mes factures. Le juge s'est penché en avant. Il a pris le document de l'huissier. Il l'a lu attentivement. Alors, a dit le juge en regardant mes parents, vous vouliez une protection légale quand elle était endettée, mais maintenant qu'elle a des biens, vous voulez ignorer le contrat. Mon père s'est levé. Nous ne savions pas qu'elle deviendrait riche. Ce contrat était pour les urgences. Asseyez-vous, monsieur Rowan, a claqué le juge. Dana s'est retournée vers moi. Une dernière question, Camilla. Pourquoi refusez-vous de les payer? Est-ce parce que vous êtes avare? Non, ai-je dit. C'est parce que j'en ai fini d'être leur victime. J'en ai fini d'acheter leur amour. Merci, a dit Dana. Je suis descendu. Nous avons un dernier témoin, votre honneur, a dit Dana. Mes parents avaient l'air confus. Ils pensaient que j'étais la seule. Appelez Béatrice Rowan, a dit Dana. La tête de mon père s'est redressée d'un coup. Ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé le fond de la salle d'audience. Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Béatrice est entrée. Elle utilisait sa canne, mais elle marchait d'un pas lent et digne. Elle portait sa tenue du dimanche, une robe bleu marine et un collier de perles. Elle paraissait petite dans la grande pièce, mais elle commandait l'attention. Elle est passée devant la table de la défense. Elle n'a pas regardé mon père. Mon père a chuchoté, « Maman ». Elle l'a ignoré. Elle a monté les marches jusqu'à la barre des témoins. Elle s'est assise. « Déclinez votre identité », a dit l'huissier. « Béatrice Rowan », a-t-elle dit. Sa voix était claire. « Je suis la mère de Daniel Rowan et la grand-mère de Camilla. » Madame Rowan, a dit Dana, vous êtes ici pour témoigner de la relation entre votre fils et votre petite-fille. Comment la décririez-vous? Béatrice a regardé mon père pour la première fois. Elle avait l'air triste, mais ensuite elle m'a regardé et ses yeux se sont durcis. C'était une transaction, a-t-elle dit. Pas une relation. Mon père a haleté. Maman, ne fais pas ça. Silence, a rugi le juge. Béatrice a continué, je les ai regardés l'élever. Ils ont traité cette petite fille comme un compte bancaire. Ils lui ont fait payer la nourriture. Ils lui ont fait payer les trajets. Ils lui ont fait sentir qu'elle était un fardeau chaque jour de sa vie. Avez-vous essayé de l'arrêter? A demandé Dana. J'ai essayé, a dit Béatrice. Et parce que j'ai essayé, Daniel m'a coupé de leur vie. Il m'a dit que je n'étais pas autorisé à la voir à moins que je le paie. Il a essayé de me faire payer un droit d'accès pour voir ma propre petite fille. La galerie a murmuré. Le juge avait l'air dégoûté. Ils ne l'aiment pas, a dit Béatrice, sa voix tremblant légèrement maintenant. Ils aiment ce qu'elle peut faire pour eux. Ils l'ont vidée pendant des années et ont appelé ça de l'éducation parentale. Et maintenant qu'elle s'est enfin échappée, ils essaient de la ramener vers le bas. Elle a regardé le juge. Camilla ne leur doit rien, a dit fermement Béatrice. Elle ne leur doit rien d'autre que le silence qu'ils lui ont donné quand elle avait besoin d'aide. Mon père avait la tête dans les mains. Ma mère fixait le mur, catatonique. Merci, Madame Rowan, a dit Dana. Le demandeur a terminé. La salle d'audience était d'un silence de mort. La vérité était sortie. Ce n'était plus seulement un argument juridique. C'était un jugement moral. Le juge s'est raclé la gorge. Il a empilé ses papiers. Il n'a pas eu besoin de suspendre l'audience. Il n'a pas eu besoin de délibérer. Il a regardé mes parents. Ses yeux étaient d'acier froid. Levez-vous, leur a-t-il ordonné. Le juge Whitmore a regardé mes parents avec un pur dédain. La salle d'audience était silencieuse.
Monsieur et Madame Rowan, a-t-il commencé, sa voix basse et dangereuse. En 20 ans, j'ai vu de nombreuses familles se battre, mais j'ai rarement vu des parents traiter leur enfant comme un actif financier à liquider. Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais le juge a levé la main. Silence, a-t-il commandé. Les preuves sont claires. Vous avez falsifié des documents. Vous vous êtes fait passer pour votre fille. Vous avez abusé du système judiciaire pour extorquer de l'argent que vous n'avez pas gagné. Il a tamponné les papiers devant lui. Le son était comme un coup de feu. La requête de pension alimentaire pour ascendant est rejetée avec préjudice. Cela signifie que vous ne pourrez plus jamais la déposer. De plus, je transmets les preuves de faux et usage de faux et de parjure au bureau du procureur. Vous ferez probablement face à des accusations criminelles. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant dans ses mains. Mon père a juste fixé la table, son visage gris. Vous vouliez un retour sur votre investissement, a dit le juge en les regardant droit dans les yeux. Voici votre retour. Vous avez perdu votre fille et vous avez perdu votre crédibilité. Il s'est tourné vers moi. Son expression s'est adoucie. Mademoiselle Rowan, vous êtes libre de partir. L'ordonnance restrictive est accordée. Ils ne doivent plus vous contacter. Merci, votre honneur, ai-je chuchoté. J'ai regardé ma grand-mère. Elle m'a fait un signe de tête, une seule larme roulant sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de soulagement. Nous sommes sortis. Je n'ai pas regardé la table où mes parents étaient assis. Ils se disputaient maintenant avec leur avocat. Leur voix stridente et paniquée. Ils n'avaient plus d'importance. Ils n'étaient plus qu'un bruit de fond. Sortir du palais de justice, c'était comme se réveiller d'un long cauchemar. Le soleil brillait sur le trottoir. L'air sentait la pluie et les gaz d'échappement de la ville, mais pour moi, il sentait la liberté. Mes parents ne nous ont pas suivis. Ils ont été retenus par les huissiers. Pour la première fois de ma vie, je suis parti sans que leur ombre ne me touche. C'est fini, a dit Béatrice, s'appuyant sur sa canne. C'est fini, ai-je répété. J'ai ramené grand-mère à Greensbourg. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons juste écouté la radio et regardé les arbres défiler. Quand je l'ai déposée, elle m'a embrassé sur la joue. Ne regarde pas en arrière, Camille, a-t-elle dit. Tu regardes vers l'avant maintenant. Je suis retourné à mon appartement. Je me suis assise sur mon canapé gris. J'ai regardé l'endroit sur la table basse où l'enveloppe avait été. La culpabilité que je m'attendais à ressentir n'est jamais venue. J'ai attendu que le téléphone sonne. J'ai attendu le texto en colère, mais le téléphone est resté silencieux. L'ordonnance restrictive fonctionnait. Ou peut-être qu'ils avaient enfin réalisé que j'étais injoignable. Ce soir-là, j'ai commandé la pizza la plus chère du menu. Je l'ai mangée directement dans la boîte. J'ai regardé un film. J'ai ri. Mon appartement n'était plus seulement un endroit pour dormir. C'était une forteresse. C'était un sanctuaire. Chaque lampe, chaque livre, chaque dollar sur mon compte en banque m'appartenait. Je m'étais battu pour ça et j'avais gagné. Pour la première fois, le silence dans ma vie n'était pas solitaire. Il était paisible. 2 mois plus tard, j'ai reçu une petite carte par la poste. C'était de grand-mère Béatrice. À l'intérieur, il y avait une photo de moi à 5 ans, souriante avant que le monde ne devienne lourd. Au dos, elle avait écrit « Tu as choisi la vérité plutôt que la peur. Je suis si fier de toi. » Je l'ai épinglée sur mon réfrigérateur. Une semaine plus tard, une autre enveloppe est arrivée. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture déchiquetée et en colère. Ma mère. Je me suis tenu au-dessus de la poubelle. Je ne l'ai pas ouverte. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Culpabilité, accusation, peut-être une nouvelle liste de dettes qu'ils pensaient que je leur devais. Je l'ai laissé tomber dans la poubelle. Je n'ai rien ressenti. Grand-mère est décédée tranquillement cet hiver-là. Elle m'a laissé sa petite maison jaune dans son testament. Mon père a essayé de le contester, bien sûr, mais l'équipe juridique que Dana a assemblée l'a écrasé avant même qu'il n'obtienne une date d'audience. Je n'ai pas gardé la maison. Je l'ai vendue. Quand le chèque est arrivé, je ne l'ai pas mis dans mes économies. Je ne suis pas parti en vacances.
J'ai donné chaque centime à un refuge local qui aide les femmes à échapper à l'abus financier. J'ai créé une bourse pour les filles qui ont besoin de quitter des foyers toxiques pour aller à l'université. Je voulais que l'argent fasse ce que mes parents n'ont jamais fait, aider quelqu'un à se libérer sans rien demander en retour. Ce soir-là, je me tenais au bord de la rivière à Pittsburgh, regardant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. J'avais 26 ans. J'étais seul et j'étais entière. Ils sont venus prendre la moitié de mon salaire. Ils sont partis avec rien. Si vous attendez la permission d'arrêter de devoir quelque chose aux gens qui vous ont blessé, la voici. Vous ne devez pas votre avenir à vos parents simplement parce qu'ils vous ont donné un passé. La paix n'est pas quelque chose dont on hérite. C'est quelque chose que l'on protège.